Avant le dernier dialogue, je vais vous présenter un pilier très important de la plateforme syndicale. Il s'intitule « Pour un dialogue social constructif dans le respect des valeurs des partenaires du milieu forestier et des Premières Nations ». Ce qu'on porte ici, c'est une conviction claire. Pour réussir une transition juste, il faut absolument établir un dialogue social constructif. Pas un dialogue de façade, mais un dialogue réel, structuré, qui crée les conditions d'un aménagement forestier respectueux des valeurs de tous les partenaires du milieu, incluant évidemment les Premières Nations. Sans paix sociale, on le sait, c'est l'ensemble du milieu, nous, qui en payons le prix. L'incertitude s'installe, les projets stagnent. Et toute la vitalité économique, sociale et culturelle des communautés forestières en souffre. Nous proposons donc de favoriser la concertation entre tous les acteurs du milieu forestier. Cette concertation doit devenir un modèle établi de gestion à toutes les échelles de la planification. Elle doit commencer tôt, dès l'élaboration des politiques ou des stratégies pour éviter les conflits, on le voit aujourd'hui, et optimiser les usages. Il faut une concertation en boucle entre le national et le régional, entre les décideurs et ceux et celles qui vivent les conséquences sur le terrain. Parce que les réalités régionales, on le sait ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles doivent être entendues, intégrées, respectées. Nous demandons donc deux choses très concrètes. Premièrement, on propose de créer un Conseil national des partenaires pour permettre une concertation autour d'objectifs nationaux. Ensuite, on propose de mettre en place des processus régionaux de concertation stratégique pour adapter les orientations nationales aux réalités régionales et aux aspirations des acteurs locaux. Mais cette concertation, elle ne peut pas être complète sans y intégrer pleinement les Premières Nations. Les Premières Nations doivent avoir la place qui leur revient de droit dans la gestion des forêts du Québec. L'aménagement du territoire doit respecter leurs valeurs et leurs intérêts. C'est une condition essentielle pour réaliser une véritable réconciliation. Pas seulement symbolique, mais bien réelle, territoriale et économique. Nous réclamons donc une gestion collaborative avec les Premières Nations pour qu'elles puissent exercer une réelle influence sur les décisions d'aménagement. C'est la base d'une réconciliation territoriale. Nous voulons aussi que les Premières Nations participent pleinement à la mise en valeur responsable des ressources forestières pour assurer une réconciliation aussi sur le plan économique. On ne peut pas continuer à gérer nos forêts sans tenir compte de l'ensemble des personnes qui y vivent, qui en dépendent et qui ont des savoirs et des droits historiques sur ces territoires. Ce pilier qui sera discuté dans le prochain dialogue, c'est une invitation à gouverner autrement, à bâtir un modèle forestier inclusif, équitable et durable. Parce que c'est à cette condition qu'on pourra assurer l'avenir de nos forêts et de ceux et celles qui y vivent. Merci. Merci, Marie-Lou. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce panel le chef de la communauté autochtone de Lac-Simon, M. Lucien Wabanonik. Monsieur Banonik, venez nous trouver. Madame Marie-Ève Sigouin, enseignante en technologie forestière au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et présidente du conseil d'administration et de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Patrick Rondeau, du service de l'environnement et de la transition juste à la FTQ. Et c'est Sylvain Gaudreault qui a gentiment, gracieusement accepté de faire la modération. Alors, Sylvain, à vous la parole. On peut les applaudir. Hein? Se réveiller un peu. Eh oui! Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous avons donc le plaisir d'avoir ici Patrick, Lucien et Marie-Ève. J'ai des petites questions de prévues pour lancer la discussion.
Et ensuite, essayer de rebondir. Je vais avoir l'air d'un Stéphane Bureau là, de ma part, de mon côté, pour essayer de faire rebondir nos invités et ensuite vous laisser la parole pour certainement une vingtaine de minutes d'échange. Là, donc peut-être une demi-heure entre nous, puis ensuite 20-30 minutes avec la salle avant le cocktail. Donc, on va réchauffer la salle. Donc, j'ai le goût de commencer avec Patrick. Tiens. Patrick, évidemment, dans ton organisation syndicale, très impliquée en transition juste, peux-tu nous dire comment le dialogue social peut être un ingrédient, peut jouer un rôle dans la réforme du régime forestier? On en parle beaucoup ici du dialogue social. Alors, comment toi, tu le traduirais? Merci, Sylvain. C'est vrai que tu as un petit air Stéphane Bureau. Je ne l'avais pas vu, mais maintenant que tu en parles, merci beaucoup. Effectivement, le dialogue social, il n'est pas étranger à la transition juste, ils sont interreliés. Et les panels précédents en ont parlé beaucoup, donc je vais juste, polir certains coins parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Peut-être revenir aussi à ce que c'est le dialogue social. Hein, on le lance comme ça, puis il faut du dialogue, il faut qu'il soit social, puis justice sociale, etc. Or, il a des racines. Il a des racines et ces racines sont à l'Organisation internationale du travail, qui est une agence de l'ONU qui regroupe de façon tripartite les employeurs, les syndicats et les États. Et c'est une méthode de travailler ensemble sur 3 niveaux, qui est information, consultation, décision. Donc, ses origines partent de là. Donc, c'est pas une définition totalement gauchiste de dire il faut du dialogue social partout, etc., puis juste les plus radicaux. Non, c'est vraiment de façon tripartite et c'est comme ça qu'au niveau de la FTQ, on le voit. Et il assure ce dialogue-là, vitalité et résilience économique, tout en assurant aussi des conditions de travail décentes. Donc, c'est une balance dans laquelle on met les 2 éléments. Et malheureusement, au Québec, souvent, on va le confondre avec l'acceptabilité sociale. On va dire, là, il faut aller chercher l'acceptabilité sociale, c'est du dialogue social. Ça ne l'est pas. C'est de s'assurer que les gens sont d'accord, mais si on ne leur parle pas, il n'y a pas de dialogue. On va le confondre aussi avec consultation, commission parlementaire. Et encore là, c'est pas du dialogue. C'est de prendre les arguments de quelqu'un et, tout dépendant du parti, les utiliser pour soi, mais il n'y a pas de dialogue en soi. Donc, on dit qu'on a une belle culture de dialogue social au Québec. C'est vrai qu'on a une belle culture de dialogue, mais selon les principes, admettons, de l'OIT, entre les employeurs et les syndicats et l'État, plus ou moins. On va le retrouver dans certaines instances, comme la Commission des partenaires du marché du travail, où tu as des objectifs très précis d'adéquation, formation, emploi, mais il faut aller plus loin que ça, et c'est un des piliers de la transition juste, et ça existe d'ailleurs, et ça existe bien. En Écosse, en 2021, ils ont fait un large exercice, une commission itinérante sur la transition juste, et ils ont abouti à une commission permanente sur la transition juste, multipartite, mais essentiellement regroupant le tripartisme, employeur, syndical et gouvernement. On a des principes semblables en France et en Allemagne. Il y a des structures de dialogue social bâties de cette façon-là en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Ils ont réussi même à aller plus loin et à faire des trajectoires de décarbonation par secteur industriel et ramener leur cible dont tu parlais tantôt, qui est 37,5 au Québec, à 76 % pour 2030 au Royaume-Uni. Alors, comment ça se fait qu'on n'est pas capable, au Québec, dans une optique de développement de politique industrielle, passer par le dialogue social et bâtir quelque chose? Parce qu'en bout de ligne, c'est quoi? C'est structurer un processus, le dialogue social, qui vise à mobiliser les acteurs et les parties prenantes sur l'identification des enjeux, la planification des actions et l'engagement par la discussion. Merci, Patrick. Je pense que ça met bien la table. Lucien, j'aimerais ça t'entendre sur le même sujet, sur le dialogue social, mais évidemment, peut-être avec un point de vue du côté des Premières Nations, comment vous le vivez. Puis je pense même culturellement, le dialogue social est important chez vous. Oui, merci pour la question et merci à l'organisation de nous avoir invités. Moi, c'est la première fois que je participe avec autant de monde là, de différents milieux. J'apprécie ce dialogue-là. Hein? On commence comme ça là, à discuter. Bien, écoutez, ça fait longtemps que les Premières Nations essaient d'avoir ce dialogue-là, cette discussion-là au niveau social.
Mais ce qu'on aurait aimé voir, c'est un peu plus de structure dans ces dialogues-là, dans ces discussions-là. Vous savez, plusieurs communautés ont essayé de faire partie des entreprises au cours des dernières années. On a participé à l'économie. Moi-même, avec mon père, Feu Dumont, on a fait du reboisement, des travaux sylvicoles pendant 25 ans. Fait que je comprends très bien quand quelqu'un me parle d'emploi en forêt, en territoire. Donc, mais ça, c'est des expériences qu'il faut se rappeler. Parce que souvent, on met de côté les Premières Nations, les communautés. Ah, c'est des empêchés de job, c'est des empêchés de ci. Ça, c'est des choses qui ne favorisent pas ces échanges-là, ces discussions-là. Puis je pense qu'il va falloir de plus en plus ouvrir nos œillères. Puis ça, on nous inclut, là, les Premières Nations. Là. Parce qu'il ne veut pas, il y en a chez nous qui ont des œillères. Hein? Dans toutes les sociétés, ça existe. Là. Mais ceci dit, je pense que c'est important maintenant de se rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui au niveau planétaire. Parce qu'on a parlé de climat, on a parlé de biodiversité, on a parlé de plusieurs choses depuis ce matin. J'ai entendu de très bons commentaires, de très bonnes choses depuis ce matin. Puis ça nous rejoint. En tout cas, moi, ça me rejoint. Je vous le dis, là, ça me rejoint réellement. Puis ça me touche personnellement parce que, comme je viens de vous dire, il y a des emplois chez les Premières Nations qui dépendent, qui sont aussi à l'industrie. À Sanitaire, on a des jeunes qui travaillent à Sanitaire. On a 9 jeunes qui travaillent là, au moulin à Sanitaire. Il y a ceux qui disent que les Autochtones ne travaillent pas, là, ben, je vous apprends qu'on travaille depuis des décennies. Là, hein? Mais ça, c'est des choses qu'il faut se éduquer, il faut se rééduquer. Cette relation-là qu'on semble oublier a toujours existé. Sauf que là, à partir des temps, les pensionnats, on a vécu plusieurs choses là, au niveau culturel, au niveau identitaire, au niveau des impacts sociaux, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à reprendre le dessus. Les problèmes sociaux, là, il y en a partout. Mais le problème chez les Premières Nations est devenu un enjeu social, politique et économique. On doit, chez nous, relever ce défi-là. Mais, par contre, on a besoin de partenaires. Les partenaires, ben, c'est vous. L'industrie, les développeurs, les juristes, les avocats, peu importe qui qu'on est, quel métier qu'on a. Aujourd'hui, là, on est rendu à 20-25, puis on se rend compte que si on ne se parle pas, on s'en va face à un mur. C'est clair. Les Premières Nations, là, ils ont des droits reconnus par la Constitution. Reconnus ou même au niveau international. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'alliance, s'il n'y a pas de partenariat, s'il n'y a pas de discussion sociale à tous les niveaux, je vous le dis, même nous, tout le monde va s'en aller dans un mur. Puis personne ne va en sortir gagnant. Je vous le dis, personne, même pas chez les Premières Nations. Donc, l'importance de cette discussion-là aujourd'hui est vraiment cruciale pour la suite des choses. Je termine là-dessus. Merci Lucien. Marie-Ève, je pense que nos deux collègues ont bien mis la table, une référence au niveau international, des exemples, ensuite les Premières Nations. Comment on peut faire atterrir le dialogue social précisément dans le milieu forestier, puis dans le secteur de l'industrie forestière chez les travailleurs et travailleuses du secteur forestier? Bien, moi, j'ai la chance de venir d'une région où on a une historique de concertation qui est très, 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 très fort, qui a été menée par les conseils régionaux de développement par le passé. Donc, et avant ça, les CERNOC de ce monde, et qui ont migré tranquillement vers les CRE et qui ont été abolis à un certain moment noir de notre histoire. On l'a abordé à plusieurs moments aujourd'hui, mais on pourra y revenir. Pourquoi qu'on ne les remet pas en place? Point. Voilà. Donc, dialogue social en foresterie, je dirais que dans notre région, l'association forestière joue un grand rôle à ce niveau-là. À chaque année, on tient notre congrès annuel et on a toujours une thématique d'actualité, un sujet compliqué, un sujet qui a des irritants. On prend le taureau par les cornes, on assoit les gens ensemble et on discute. Donc ça, d'un point de vue sectoriel, at large, avec tout le monde, bon ben ça, on joue un rôle là-dedans.
Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a plein de discussions dans plein de colloques avec des spécialistes aussi. On a, nous aussi, des institutions d'enseignement de haut niveau. Donc, avec la chaire d'aménagement forestier durable, il y a eu beaucoup de discussions dans leurs colloques qui informaient, dans le fond, qui sont ouverts à tout le monde et qui transmettent l'information de la part de la science. Après ça, quand on vient pour faire les choix de société liés, une fois qu'on a toutes ces connaissances-là, on se connaît les enjeux, pour faire les choix, je vais vous partager mon insatisfaction générale à toutes les fois qu'il y a une activité comme ça, c'est l'action qui suit. C'est le plan d'action, les devoirs qu'on se donne. Là, on a parlé, on a cité des problématiques, mais comment, justement, le fameux plan d'action qu'on parlait ce matin, comment qu'on part avec des devoirs, tout le monde, là-dedans? Fait que c'est peut-être la question sur laquelle... Je pense que tu cibles le bon point. C'est comme quand on fait une réunion et on a un PV. Quel suivi qu'on fait du PV? Il ne faut pas que ça tombe entre deux chaises. Donc, Patrick, je retourne vers toi. Tu nous as beaucoup parlé des expériences internationales. On a entendu Lucien, on a entendu Marie-Ève. Je pense que tout le monde ici est favorable au dialogue social. Mais comment on peut le maintenir? Comment on peut s'assurer que cette concertation, que ce dialogue social, c'est pas juste un vœu pieux, mais qu'il va se maintenir et qu'on va pouvoir entretenir ça? Là. Comment on fait pour entretenir ce dialogue social dans la paix, dans le respect, dans la réconciliation? Il faut le structurer, déjà en partant, et sortir de simplement cette logique-là que dès qu'on a des structures où il y a un peu d'échange, c'est une structure de dialogue social, puis ça finit là. Ça ne l'est pas. Et à la FTQ, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu syndical, puis ça doit faire 25 ans que j'entends parler de la nécessité de mettre en place des structures de dialogue social. La dernière incarnation à laquelle j'ai participé de ça est venue d'un groupe qui s'appelle le G15+, qui, dans la foulée de la COVID-19, à la sortie, et voyant bien que le Québec est un croisement de soit être dans un business as usual et de refrapper la prochaine crise, ou bien revoir son modèle économique, on a mis le pied dans le modèle économique nouveau. Et G15+, encore une fois, est une créature assez étrange où on a effectivement la FTQ, mais vous allez retrouver aussi Équiterre, vous allez retrouver le Conseil du patronat du Québec, le chantier d'économie sociale, des ordres professionnels, etc. Et on était arrivé avec cette proposition-là de pôles régionaux de dialogue social, et c'est encore adaptable aujourd'hui, si on le regardait pour la situation de la forêt, qui visait le développement et la diversification économique des régions, tout en tenant compte des chaînes d'approvisionnement et des besoins des communautés pour éviter les inéquités et s'assurer d'une empreinte régionale. Donc, on est exactement là, mais c'était surtout l'idée aussi d'arrêter de penser l'entreprise comme si elle était seule, complètement désencarnée de sa chaîne d'approvisionnement et de son territoire, et qu'elle seule, on doit lui venir en aide, mais que c'est une approche beaucoup plus holistique qu'il faut mettre en place. Et ça, les bénéfices de ça, c'était de guider les actions, c'était de s'assurer d'un financement adéquat par projet régional selon les besoins des communautés. Et tout ça était porteur de création d'emplois, mais à partir des besoins. Et non pas simplement créer de l'emploi pour créer de l'emploi, parce que c'est un slogan qu'on entend souvent. Pour nous, il était clair aussi que ça prenait un plan crédible, ça doit être intégré à la lutte à la pauvreté, changement climatique. Donc, c'est une approche qui est assez territoriale, mais sectorielle tout à la fois, et qui doit avoir un lien avec des orientations nationales et un budget adéquat, dont le projet 395 avec le Fonds de transition juste s'inscrivait parfaitement là-dedans. Et la réponse qu'on a eue, c'est qu'il y a Investissement Québec. Et ça s'est arrêté là. Et dans la forêt, ce modèle-là pourrait être tout à fait semblable. Si vous regardez les propositions, il y en a une qui est sur le bureau de transition forestière, et effectivement, c'est le genre de modèle que nous devons avoir, qui a le bénéfice de coordonner les efforts de transition industrielle, de décloisonner l'action des divers ministères qui seront impliqués, parce que c'est pas simplement les ressources naturelles. Et ça aussi, il y a encore cette mentalité-là de travailler en silo à Québec qui doit être cassée dans un esprit de tripartisme, même avec les Premières Nations en tant que gouvernement et avec les employeurs et les syndicats, et de créer ces liens avec les autres instances existantes, comme la Commission des partenaires du marché du travail et autres qui existent déjà, et former ce conseil, qu'on l'a vu tantôt, national des partenaires de la forêt. Pourquoi? Parce que on a besoin de prévisibilité.
C'est du B.A.-bas. En finance, c'est du B.A.-bas. Si on veut savoir où on s'en va, on a besoin de prévisibilité. Et s'il y a une chose qu'on n'a plus en ce moment à cause des accords commerciaux, les feux de forêt et la biodiversité, c'est qu'on n'a plus de prévisibilité. Donc, on a besoin de la retrouver pour être mieux, plus résilient. Et on doit repenser comment on cultive la forêt en tenant compte des nouvelles réalités. C'est comme si on s'adapte sans s'adapter. On sent qu'on a un besoin d'adaptation, mais on refait les choses telles qu'elles sont. Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin. Et il faut absolument sortir de la logique marchande, clientéliste dans laquelle nous sommes pris présentement. Merci, merci Patrick. Puis, dans le fond, l'imprévisibilité actuelle est comme la nouvelle prévisibilité, bizarrement. Lucien, est-ce que ça vous parle, ce que Patrick vient de nous dire? Comment vous voyez ça de votre côté? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui nous rejoint. Là. Moi, je vais vous dire, je vais être très direct. Là. C'est pas pour insulter personne ou faire mal à personne. Mais pour ma part, ce projet de loi-là, là, moi, je jetterais ça complètement dans la poubelle. Puis je recommencerai à zéro. À zéro avec des gens qui veulent vraiment le travailler. Ça inclut tout le monde. Là. Vous savez, on a toujours voulu, chez les Premières Nations, créer des partenariats. Pierre, tantôt, qui a parlé un peu de l'exemple de ma communauté, on a bâti 15 maisons avec l'appui de cette industrie-là. Ça, c'est un exemple, c'est un modèle. Il y en a d'autres modèles qui ont réussi. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Parce que là, c'est le gouvernement qui nous divise. Hein? C'est pas nous. C'est pas vous. Je pense pas que c'est vous non plus. C'est les gouvernements qui continuent à régner en divisant. Ça fait longtemps que ça dit. On connaît la chanson. Mais je pense que ça prend le courage aussi de se regarder dans le miroir, puis on s'inclut, là, les Premières Nations. Là. On s'inclut. Puis la société a évolué. Elle continue d'évoluer. Mais dans le moment, actuellement, avec l'industrie forestière, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Vraiment pas. Parce qu'on a oublié des gens, beaucoup de gens. Je vais vous donner un exemple bien concret, ici, dans la loi, là, dans le projet de loi. Ça dit, ils vont consulter les Premières Nations. Ça dit, comment, il ne dit pas. Hein? Il y a presque rien, là. Mais ça vous enlève, vous, Québécois, Québécoises, le droit d'être consulté. Vous ne serez pas consulté dans une des tiers du territoire. Vous allez être ignoré, comme nous, on a été bien souvent ignorés par les gouvernements. Vous allez comprendre c'est quoi ça veut dire d'être ignoré. Mais il ne faut pas que ça arrive. C'est pas bon, ça. C'est pas bon pour personne. C'est ça qu'on veut avertir. Nous, qu'on n'a pas signé le chose de confidentialité du gouvernement du Québec, on ne l'a pas signé. Oui, on voulait de l'information, comme tout le monde, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais on ne l'a pas signé. Puis non seulement ça, on vous l'a dit. On vous l'a dit publiquement, dans les journées, dans les communiqués. On a passé à la TV, on a été aux Nations Unies, on a dénoncé ça. Mais les droits des Premières Nations, ce n'est pas juste bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour tout le monde, pour vos enfants, pour l'avenir, pour la protection du territoire, la pérennité des ressources, la biodiversité, le climat. Ça, c'est des avantages qui ne sont pas dits par le gouvernement. Jamais ils vont vous le dire ça. Jamais. Mais nous, on ne le fait pas juste pour nous. On le fait pour tout le monde. Ça va être bénéfique pour tout le monde. Moi, ma façon de voir la chose, là, c'est qu'on est ici tous pour rester. Il n'y a personne qui va partir, là. C'est clair. Mais est-ce qu'on peut s'entendre maintenant pour prendre une autre étape comme société? Si ce gouvernement-là, il ne veut pas écouter personne, là, ben, il y a une prochaine élection bientôt, là. Je vous invite à faire savoir là, votre mécontentement. Merci. Merci, Lucien. Je ne sais pas si c'est une annonce de ta candidature à la prochaine élection. Mais... Marie-Ève, Lucien a été très clair. Jeter le projet de loi à la poubelle. Si c'est ce qui arrive, si c'est la proposition, comment on peut, idéalement, dans un autre modèle, structurer ce dialogue social? Alors, comment tu vois ça de ton côté? Je trouve qu'on est rapide souvent pour
rejeté du revers de la main. Il y a des fois qu'il faut prendre le temps de se poser. Là, on se le fait mettre sur la table d'une façon, j'ai envie de dire, indigeste là, à la lecture. Là. Donc, au niveau des communications, puis de comprendre en quoi ça consiste, puis tous les pendants, c'est dur aussi d'évaluer tous les impacts qu'on va avoir ces propositions-là. Fait que là, il y a des choses là, qui font pas de sens, là, comme justement l'abolition probablement des tables-gires. Je comprends que c'est un modèle qui est perfectible, mais c'est quand même un lieu d'échange qui est très commun partout au Québec, donc, et qui est sur le terrain. Ce qui me ramène à rebondir sur quelque chose qui a été dit ce matin par rapport au niveau auquel on a nos discussions. Fait que, oui, les conseils nationaux, c'est une chose. Il y a le niveau régional, puis il y a le niveau sur le terrain, au niveau opérationnel. Fait que souvent, les discussions n'ont pas lieu à l'étage qu'il faudrait qu'ils soient. Alors, si on remet en question la stratégie d'air protégé, mais quand on est en train d'harmoniser sur le terrain le petit bloc de coupe, ben on n'est pas au bon endroit. Donc, on ne recevra pas. Ça crée seulement de la frustration, puis c'est pas là que ça a lieu d'être. Fait que là, moi, en écoutant ça ce matin, je me disais, bien, les travailleurs, c'est à quel moment qu'on les intègre et à quel niveau c'est pertinent de le faire et qu'ils vont y trouver leur compte. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être au mauvais niveau où tu as des discussions qui n'ont pas rapport. Là. Donc, ça va être vraiment important de s'insérer au bon niveau pour avoir les bonnes retombées. Je dirais ça. Merci. Tu parles d'intégrer les travailleurs au bon niveau. Patrick, je te relance. Tu dis que ça fait 25 ans que tu milites dans le syndicat. Tu es très impliqué au niveau de la transition juste, même à l'échelle internationale. Alors, si on se ramène à l'échelle des travailleurs forestiers, comment les impliquer dans une structure de dialogue social, là, précisément avec les enjeux dont on discute depuis ce matin? Bien, encore une fois, je reviens au bloc précédent, c'est sur la transition juste. En fait, c'est par le dialogue social comment on planifie cette transition-là en incluant ceux et celles qui vont subir les impacts. Non pas en termes de comment on va mieux s'assurer que quand tu vas perdre ta job, tu vas être bien. Et je pense que quelqu'un l'a dit plus tôt précédemment, on n'est pas là. Il y a personne qui veut perdre sa job et peut-être aller en communication à Laval là, après. On n'est pas là du tout. Guide dans le fjord en kayak. Là. Oui, ou ça, c'est une autre offre. Et effectivement, il y a plein de bonnes idées. Donc effectivement, il faut le rattacher au principe de transition juste, mais ça n'existe pas au Québec. Ça existe ailleurs. Il y a des processus, il y a des bureaux, il y a des commissions, il y a des façons de le faire, des fonds qui existent associés avec des mécanismes qui visent justement à prévenir la perte des emplois et améliorer les conditions tout en développant le territoire de façon socio-économique. Donc, c'est exactement là où on doit être normalement et non pas passer de crise en crise. Donc, comment impliquer les travailleurs de la forêt? Bien, c'est simplement en créant, effectivement, en créant justement ces pôles de concertation-là sur une base régionale où ce qui sera discuté, c'est voici les besoins de la région pour sa diversification économique. Advenant le cas où il y a des mises à niveau, au niveau de la formation professionnelle ou un développement dans une filière, comme par exemple, c'est assez surréel dans le cas des alumineries quand on pense qu'on arrive avec le projet Elysis, qu'on sait qu'il va faire perdre des emplois dans les alumineries, mais qu'on n'a même pas le réflexe à la base, en tant que gouvernement, de se dire, bien, minimalement, on pourrait faire l'usine à côté des alumineries. Non? Il y a quelque chose de complètement déconnecté. Donc, il y a ce tissage-là qui doit être fait en tenant compte des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur intégrées. Merci. Lucien, je retourne vers toi. On parle beaucoup de dialogue depuis tout à l'heure. Avec les Premières Nations, on parle beaucoup de réconciliation. Est-ce que le dialogue est un ingrédient à la réconciliation? Si oui, comment on peut le structurer? Est-ce que ça fait partie de la fameuse réconciliation avec les Premières Nations? Bien, déjà là, juste parler aujourd'hui, c'est déjà une étape importante. Hein, c'est le genre de structure, de dialogue qu'il faut avoir, mais pas juste avec une personne, un chef. Mais moi, je suggère, parce que je l'ai déjà dit à la table des chefs, où il y a 43 chefs du Québec-Labrador, je leur ai déjà dit, moi, qu'il va falloir s'ouvrir un peu plus vers nos voisins, qui sont les Québécois et Québécoises. Puis ça, on va vous dire, c'est pas nécessairement un dialogue qui est facile pour quelques-uns.
Sûrement que parmi vous, que ce que je dis là, c'est peut-être pas évident non plus. Mais je vais vous le dire, il y a quand même une ouverture. Encore une fois, de tenter de tendre la main, puis d'arriver à quelque chose de plus concret. Il faut vraiment se dire, OK, c'est quoi qu'on veut atteindre? Comment qu'on veut l'atteindre? Avec qui veut dialoguer avec nous? À quel niveau elle se situe? Ça, c'est des éléments qui doivent être, on va dire, établis en quelque sorte avec un interlocuteur qui est prêt à faire justement, prendre ce lead rôle-là d'interlocuteur. Puis ça, ben, c'est pas nécessairement évident parce qu'on ne connaît pas tous les joueurs en région. Moi, quand je parle à quelqu'un en région, soit je parle au député ou je parle au ministre, mais le reste, ça se peut que je parle à l'industrie, à ceux qui veulent nous parler, nous écouter, mais c'est pas tout le monde, là. Donc, il y a comme une résistance ou une incompréhension de l'un et de l'autre, même de la méfiance, je vous dirais. Mais ça, il faut passer à travers ça. Hein. C'est un défi qu'on a tous ensemble, là, de passer à travers ce défi-là. Puis ça, ben c'est devant nous, là. Mais moi, je trouve aujourd'hui, avec ce qu'on a comme assemblée aujourd'hui devant nous, c'est un bon début. Parce que moi, je vais le rapporter aux chefs. Je vais leur dire, moi, qu'il y a une assemblée de divers partenaires, diverses personnes de différentes régions qui ont écouté, qui ont entendu nos messages et qui semblent être ouverts à dialoguer et à aller plus loin dans ce dialogue-là. Ça, c'est mon message que je vais apporter, là. Mais comme je vous dis, je ne suis pas le seul. Il y a des situations, même parfois, dans le territoire où on n'a pas nécessairement le contrôle. Vous savez, des moutons noirs, il y en a chez nous, tout. Hein? C'est partout dans la société, ça, n'importe quelle société, que ce soit le jaune, noir ou rouge, là, c'est partout. On n'a pas toujours le contrôle. Puis je vais vous dire, moi, j'ai averti la ministre, pas une fois, 2 fois, mais 3 fois, que si elle continue dans cette voie-là avec son projet de loi, il va y avoir des crises sociales, malheureusement. Puis ça, ben, on n'a pas ce contrôle-là de nous. Parce qu'il y a des gens qui, vous savez, ils étaient brûlés, il y en a partout. Puis ça, ben, il y en a même chez nous. Puis ça, il ne faudrait pas nécessairement se fier à ces personnes-là qui créent des situations comme ça pour juger de l'ensemble. Parce que moi, je ne jugerais pas cette salle-ci à cause d'une personne qui va créer un problème par chez nous. Là. C'est pas vrai. Puis je comprends la réalité. Puis je la vois, il y a des gens qui sont intéressés à vouloir faire des ponts. Puis c'est ça qu'il faut retenir. Merci. Marie-Ève, on a parlé de réconciliation, on a parlé d'écouter, d'éviter une crise sociale. Toi, tu as de l'expérience pour avoir créé un dialogue sur un enjeu qui pourrait être polarisant, c'est celui du caribou. C'est pas tout le monde qui est au courant. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là, de dialogue autour de l'enjeu du caribou? Quelles leçons vous en avez tirées par après et qui pourraient nous inspirer? Là, je sens un grand silence avec le mot caribou. Oui, mais en fait, il y a de cela, en 2013, c'est une initiative qui a commencé à l'époque avec Tembec, la compagnie pour laquelle je travaillais, et on devait maintenir notre certification FSC et adresser les enjeux du caribou. Là. À l'époque, le plan de rétablissement fédéral venait de sortir, le provincial aussi, et le plan qu'on avait n'était plus donc n'était plus en adéquation. Donc, on devait refaire un plan. Je ne sais pas si vous vous rappelez 2013, là, mais c'était le changement de l'ancien nouveau régime. En tout cas, je ne sais plus comment l'appeler, là. Le régime écosystémique, appelons-le comme ça. Donc, le gouvernement n'avait pas sur son radar de faire un plan caribou là. C'était pas ça sa priorité. Donc, mais c'était absolument la nôtre. Donc, on a quand même trouvé des partenariats au gouvernement avec la Société la Nature des Parcs, la SNAP, et la communauté de Picogan. On a créé un groupe et on a décidé de faire un plan caribou. Alors, c'était vraiment une approche de co-construction ensemble. On s'est assis tous au même niveau en disant, bon, ben nous, on a le but de faire un plan caribou, de le mettre à jour, de maintenir notre certification. On a besoin de votre aide pour tous les autres intrants sociaux et environnementaux, dans le fond. Fait qu'on a vraiment regardé avec un œil
très, très pragmatique. Là. Bon, qu'est-ce qu'il y a le territoire? C'est quoi le potentiel? C'est quoi que la compagnie veut? C'est quoi que le caribou veut? Ah, ben, tu sais, il y a des endroits où le caribou le veut, la compagnie le veut pas, on commence par ça. Ah, là, il manque de connectivité, on agrandit. Donc, mais c'est un dialogue qui s'est fait sur plusieurs années. Puis ça, je vais insister là-dessus. Un dialogue social, c'est sur le long terme. C'est avec des intervenants clés, ouverts et qui ont de la bonne volonté. Donc, tout le monde mettait l'épaule à la roue et tout le monde travaillait dans le même sens. On n'était pas toujours d'accord, mais j'ai toujours dit tout le long de cette démarche-là, l'important, c'est pas... Pour s'entendre, il ne faut pas être d'accord. Il faut démontrer le même respect. Donc, avec le respect de nos différences, on était capable de faire évoluer notre discussion. Donc, on est venu au bout de 10 ans avec un plan caribou qui a continué à évoluer, qui a été soumis au ministère comme un plan consensuel dans la pandémie. Malheureusement, il n'est toujours pas entériné officiellement. Il est appliqué sur le terrain, mais il manque la dernière étape. Donc, je lance la balle à qui veut bien l'attraper. On a un plan tout prêt, consensuel à approuver et qui ne ferme pas d'usine. Donc, voilà, sur un plateau d'argent. Donc ça m'amène à un autre point que pour le dialogue social et de faire avancer, il faut être lié aux politiques et il faut être lié à la gouvernance et il y a un lien à faire là. Si on met en place des dialogues, pour éviter que ça reste de la parlotte, comme a mentionné M. Laplante, il faut que ce soit lié à une politique et à un objectif commun. Donc, l'adhésion au but commun est tellement important et c'est tellement la pierre angulaire de n'importe quelle démarche de dialogue social. Merci, Marie-Ève. Tu as mentionné de lancer la balle. Alors, je lance la balle. Il nous reste 25-30 minutes avant le cocktail. Alors, je lance la balle dans la salle avec les questions en vous présentant, s'il vous plaît. Et si vous avez une question précise, l'adressez à la bonne personne. Merci. Oui. Alors, sauf Fortin, RLTP toujours. La question est la suivante, c'est le dialogue social, il faut le faire. Mais avec qui il faut le faire? On n'a pas parlé de ça, avec qui il faut le faire. Vous savez, souvent, la problématique, c'est qu'il y a des gens qui sont drôlement impactés, qui voient des gens qui n'ont rien à voir avec le problème, qui viennent dialoguer pour l'acceptabilité sociale. C'est à peu près comme, je donne un exemple, parce qu'on veut faire l'indépendance du Québec. Pour le principe de l'acceptabilité sociale, il faut avoir la volonté de tous les Canadiens ou seulement des gens du Québec. En fait, quand la protection du caribou, qui peut être contre la protection du caribou? À peu près personne. Mais est-ce qu'on devrait pondérer le vote de quelqu'un qui est impacté par rapport au vote de quelqu'un qui n'est pas impacté, qui a une bonne volonté de protéger tous les animaux de la planète? Chose pour laquelle je ne suis vraiment pas contre. Par exemple, protéger les terres agricoles ou en Montérégie. C'est-tu mon affaire, moi, parce que je suis québécois? La vraie question, c'est ça. C'est quand on veut discuter d'acceptation sociale, principe avec lequel tout le monde est d'accord, avec qui il faut discuter? Faut-il prendre en compte plus le poids de certains que d'autres, parce qu'il y en a ceux qui sont impactés? Merci, Arthur. Donc, où on tire la ligne dans le dialogue social, Patrick? Oui, je reviens là-dessus. On peut dialoguer pour dialoguer. Toutes sortes de sujets. En fait, le dialogue social va avoir moins d'impact s'il n'a aucun objectif. Donc, la question est plutôt, c'est pas si tant de commencer par qui est autour de la table que de quoi on va parler et comment on va en parler. Et après ça, le qui va se présenter. Donc, quels sont les objectifs? Quel est le projet? Où on va aller? Oui, pour un dialogue social pérenne, mais pas nécessairement non plus. Des fois, ça peut être autour d'un projet et quand on l'a atteint, on bâtit d'autres projets. Dans le contexte de transition juste, si je reviens là-dessus, la définition la plus courte que je fais tout le temps, c'est comment on peut planifier la transition juste avec ceux et celles qui en subissent les impacts directement. Donc, ceux qui sont concernés par ça. Donc j'aurais tendance ici, et il faut que ça soit équilibré d'une certaine façon, et j'aurais tendance à dire ici, en tout cas, dans le cas du régime forestier, on est mardi, on est à Chicoutimi, puis la salle est pleine. Je pense qu'il y a de l'intérêt. Vous êtes encore là, c'est sûr pour le cocktail, mais je veux dire, et je vois des regards allumés encore. Donc il y a un intérêt. Donc, il y a quelque chose à prendre en note là-dessus. Et la dernière chose que je dirais, c'est aussi quelle est le poids de la voix autour de la table. Et il y a ça aussi.
Donc, est-ce que les gens parlent au même niveau, d'une façon équitable? Et si on parlait de décolonisation, mais la décolonisation des voix autour d'une table dans un dialogue, c'en est une aussi. Donc, il y a ça aussi qu'on oublie souvent, et on fait de la tokenisation d'invités. Bon, ben, il nous faudrait telle personne autour de la table, mais on leur accorde pas le poids nécessaire pour s'exprimer à la même hauteur que les autres. Merci. On va retourner, à moins que vous ayez quelque chose à compléter. Oui, Lucien? Oui, juste pour compléter, vous savez, la question est quand même bonne, parce que c'est important que tout le monde ait une voix. Mais comprenez une chose, par exemple, au niveau des Premières Nations, il y a 11 nations au Québec, avec différents territoires, différentes réalités. C'est important que quand vous voulez parler à quelqu'un, peu importe qui vous êtes, environnementaliste, développeur, industriel, c'est important de bien comprendre la réalité de la région. Parce que les territoires, quand on vous dit les Premières Nations, c'est des territoires non cédés, il y a quand même un titre qui est rattaché au territoire, qui est en lien avec l'occupation immémoriale des premiers peuples. C'est pas un mal en soi, ça, là. C'est plutôt de dire comment on harmonise l'utilisation du territoire. C'est pas un obstacle au développement, ça. C'est plutôt l'inverse. C'est un tremplin. C'est un tremplin pour faire un autre pas de plus, mais avec les Premières Nations, pour donner la certitude économique, la certitude juridique. C'est un plus. Dans l'Ouest, ils ont commencé à en parler comme ça, puis à faire des partenariats avec les Premières Nations. Puis regardez ce qui se passe, ils réussissent à développer. Regardez la Convention de la baie James. Au départ, les gens disaient « Ah, c'est encore les Autochtones. Ah, c'est encore ci, c'est encore ça. » Mais écoutez, les autres, ils continuent à couper du bois. Les autres, ils continuent à se développer. Contrairement peut-être à d'autres régions qui ont moins de facilité. Mais c'est pas un frein. C'est vraiment plutôt les prémices d'une bonne base pour bâtir l'avenir. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis je le partage avec vous. Là. Merci. Merci, Marie-Ève. C'est inspirant. Je rajouterais peut-être que la notion de territoire est tellement importante. Puis là, le territoire peut avoir différentes dimensions selon où on est au Québec. Mais prenons l'Abitibi-Témiscamingue, par exemple. Bon, ben, le territoire et ses ressources incluant le bois, incluant le tourisme, incluant les cueilleurs de petits fruits, incluant tout le monde. Et tout ça a des retombées économiques et tout ça fait en sorte que notre tissu social est le tissu social qu'on a. Donc, on peut pas dire, OK, on fait un zonage, on traite d'une chose à la fois. On a déjà des plans d'affectation de territoire public. Là. Le zonage, c'est déjà là, pas vrai. Donc, il y a déjà ce concept-là dans notre gestion du territoire comme tel. Mais là, comment on peut amener le dialogue pour tenir compte de tous les enjeux? Là, on est en train de les prendre à bras-le-corps tous ensemble. Donc, quand on a les discussions à la table G, il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit « Oui, mais là, les aires protégées, ben là, ça, c'est pas la job du ministère, fait qu'on va en parler une autre fois. » Ouais, mais là, mettons, on serait toutes là. On pourrait-tu en jaser un peu ou non? Donc là, c'est dans le concept de il faut être plus global dans notre discussion pour tenir compte des enjeux ensemble, parce qu'il y a des interactions, puis c'est pas vrai que c'est... Oui, c'est sectoriel, mais c'est pas vrai que c'est des vases clos. Donc, il faut que la discussion soit plus large. Plus de transversalité. Madame... Cynthia Patry, Conservation de la Nature Canada. Ben moi, j'ai levé la main quand ils ont dit « Avez-vous planté des arbres pour... avoir des revenus pour manger. » Donc, j'ai levé la main, puis j'étais fière de planter des arbres. J'avais une vingtaine d'années, j'étais fière de contribuer à la forêt du Québec. Par contre, cette fierté-là, ben, il faut avoir des moyens d'être fier, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir discuter ensemble, puis que tous les groupes puissent en discuter. Donc, le dialogue social est inévitable. Quand on voit des situations où on enlève des endroits de dialogue, de discussion, d'échange, ben je crois pas qu'on va pouvoir arriver à cette fierté-là, que ma fille à Montréal soit fière de la forêt du Québec si on n'a pas tout le monde, que ce soit dans les régions, mais même jusque dans les grands centres, cette discussion sur la forêt-là, cette compréhension-là de la forêt. Puis pour l'avoir, la compréhension, ben il faut commencer par nous-mêmes la comprendre. Donc, l'idée du nouveau régime forestier, ce que ça va nous amener, c'est à écrire des mémoires. Et en écrivant des mémoires, si on ne s'intéresse pas à la position des autres personnes,
Donc, moi, je peux bien prêcher pour la biodiversité, la conservation, puis vouloir conserver 90 de la forêt du Québec. Je ne serai pas plus fière parce qu'il va y avoir des usines qui vont fermer, il va y avoir des enjeux qui n'auront pas été répondus. Donc, c'est plus un appel à... Il faut se parler, il faut prendre le téléphone avant d'écrire le mémoire, puis essayer de comprendre la réalité des autres groupes, que ce soit les Autochtones, que ce soit les communautés locales, l'industrie même, juste d'essayer de se créer nous-mêmes nos propres lieux d'échange pour pouvoir écrire le meilleur mémoire possible. Donc, c'est plus une invitation qu'une question plus spécifique. Merci. Quand j'étais jeune, il y avait une pub qui disait « On est 6 millions, il faut se parler ». Là, je vois plusieurs personnes qui hochent de la tête. Là. Alors, c'est un peu ça. Est-ce que vous voulez réagir? Ça va? Lucien? Oui. Merci pour la question. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir quelqu'un, une jeune surtout, là, de parler de cette manière-là. En tout cas, moi, ça me motive beaucoup. Mais en même temps, vous savez, moi, je reviens encore au projet de loi, là. Comme qui est bâti là, qui est déjà brisé. Les prémices sur lesquelles il a été bâti est brisé. Est-ce que vous voulez améliorer quelque chose qui est brisé ou bien le remettre à zéro, le compteur, puis de recommencer tout le processus? Moi, c'est la question que je me pose, puis la question que je vous pose aussi, messieurs, dames, là. Parce que si on bâtit quelque chose par des mémoires, on embarque dans ce système qui est déjà enclenché, sans qu'on ait eu l'occasion, justement, d'en discuter. Puis ça, c'est ça que je dis, c'est brisé à l'avance. Puis c'est ça, bien, on va continuer le gouvernement va continuer à utiliser cette stratégie-là de diviser pour régner. Puis ça, bien, je vous le dis, là, moi, je me répète peut-être, là, mais pour moi, ça va dans la poubelle. Merci. Je vous dirais, ceux qui sont au micro seront les derniers intervenants. Ça a l'air un peu contre-intuitif, on parle de dialogue, mais ouais, c'est ça. En tout cas, on va étirer un peu la notion. Donc, les gens qui sont au micro, parce qu'il faut qu'on avance, qu'on roule, là. Alors, monsieur en avant. Oui. Oui, François Dufresne, certification FSC, Marie-Ève, ça m'a parlé largement. Dans le contexte du panel aujourd'hui, le dialogue et la réconciliation, je pense que le chef a été très clair. Puis, ça vient me chercher, parce que c'est le fondement, c'est l'ADN de la certification FSC, d'établir ce dialogue-là et d'avoir une concertation sociale. Et le projet de loi, comme il est présenté, vous avez raison, Lucien, il n'opère pas dans ce sens-là. Et je pense pas que c'est certifiable, même avec FSC, dans sa version actuelle. Surtout dans le 30% qui est maintenant. Et l'une des raisons principales, c'est pas seulement juste au niveau écosystémique, au niveau des aires protégées, mais au niveau des droits des peuples autochtones qui est complètement ignoré dans le projet de loi. Et quand je regarde d'autres provinces, comme la Colombie-Britannique, qui a adopté la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, et d'implanter le consentement libre, préalable et éclairé dans leur loi pour l'aménagement forestier. Puis, il y a des territoires qui ne sont pas cédés, qui ont pas de traité moderne, c'est bien la Colombie-Britannique. Et ils ont fait une approche totalement à l'inverse. Et le fédéral aussi. Alors, je ne pense pas que le gouvernement du Québec va dans la bonne direction en ce moment. Puis, il faut revoir l'affondement de cette voie-là et de le passer autrement. Les sociétés rurales pourraient être un véhicule pour ça. Je pense que vous le repensez complètement. Je vais avoir votre réaction là-dessus. Oui. Alors, monsieur Lucien. Oui, vous savez, au BC, ça fait déjà, je pense, près de 2 ans que la province de BC, de Colombie-Britannique, en anglais là, ou en français, peu importe. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont pris le courage de prendre cette décision-là. Puis ils l'ont fait avec les Premières Nations de cette province-là. Puis au Québec, on est en retard sur toutes les autres provinces. Même l'Ontario, je vais vous le dire, là, ils partagent des redevances minières et forestières avec les communautés autochtones de l'Ontario. Au Québec, il y a une résistance de ce gouvernement-ci. C'est malheureux parce que ça nous occasionne à tout le monde des retards. Parce que, comme vous l'avez dit, le FSC, Forest Steward Council, il y a des critères là-dedans qui parlent des droits des Premières Nations.
Puis ça s'adresse à l'industrie extractrice. Puis ça, je confondrai pas avec les minières. Vous savez, l'effet cumulatif dans le territoire de tous les projets extractrices, forestières, minières, touristiques, la pêche, la chasse, si on faisait tout le calcul de tous ces éléments-là économiques, ça vaut quand même des milliards. Mais qui en bénéficie réellement? Ça, c'est la grosse question. Là. Est-ce qu'on peut tous en bénéficier, incluant nous, les Premières Nations, puis faire le rattrapage économique? Parce que nous, les Premières Nations, on est en retard au niveau économique depuis 25 ans, dû aux situations socio-économiques que je mentionnais tantôt. Là. C'est ça que ça crée. Ça crée une injustice économique. Puis ça, on ne veut plus vivre ça. On ne veut plus vivre ça. On vous le dit très honnêtement, très directement. Puis on le dit au gouvernement, à ce gouvernement-ci, l'autre gouvernement, puis l'autre gouvernement antérieur encore. On essaie de faire des communications constructives et positives. Mais ça, c'est mal connu du public. C'est très mal connu du public. Puis c'est ça qui est malheureux. Parce que ça nous met en situation de confrontation. Puis ça, c'est jamais bon pour personne. Merci. On va aller au micro en arrière, puis on va terminer avec le micro en avant ensuite. Oui, monsieur qui m'a cédé sa place gentiment. Thierry Larivière de la CSN. J'ai une question pour monsieur, je ne veux pas faire d'erreur, là, Wabanonik. Monsieur Véropol nous a parlé ce matin de réconciliation économique. Puis je me demandais si, à votre avis, ça peut passer ça par des partenariats avec Québécois et Premières Nations pour diversifier les produits de la forêt ou les services que la forêt peut rendre, d'avoir des partenariats économiques. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça fait partie, selon vous, de la réconciliation économique? Merci. Lucien. Oui, tout à fait. Pour ceux qui se sont montrés intéressés, puis sérieux, puis se donner une réelle chance, ça se fait très bien. Peu importe le domaine où vous avez vos activités, orientation économique, ça se fait très bien. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup d'avancement à ce niveau-là. Puis l'oncle Sam, on va dire, au bord de la frontière, il y a quand même des nations qui ont réussi à faire des grands projets. On peut parler de vinerie, là. Tu sais, les vins, les raisins, puis tout ça. Là. Les vignobles, bon, merci. Je cherchais le mot. Mais ça fonctionne très bien là-bas. Si ça fonctionne là-bas, pourquoi ça ne marcherait pas ici? C'est une question d'ouverture. Puis parfois, c'est de mentalité. L'éducation qu'on a eue dans le passé nous a amenés à s'ignorer, à se craindre, à se méfier l'un et l'autre. Mais ça, c'est pas la faute des gens. C'est l'éducation, c'est le système dans la façon dont il a été avancé. Moi, j'appelle ça un colonisateur. Bien, vous savez, le Québec est aussi colonisé par les Anglais. Moi, je l'ai dit ça à un ami. Puis il me disait ça. Tabarnouche, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. D'où tu tiens ça? Mais, juste à regarder l'histoire. L'histoire nous apprend plein de choses, des bonnes et des mauvaises. Mais moi, j'aime mieux retenir les bonnes choses que les mauvaises. Voilà. Alors, la dernière question, monsieur. Oui. Juste pour rebondir sur l'idée que les redevances, moi, je gérais le territoire public de la réserve faunique de la Vérandrie, puis on avait eu un blocage, puis c'était un blocage qui était pacifique. La personne ne faisait que ralentir des camions. Et je m'étais rendu le rencontrer. C'était la famille Wawati, qui était dans la réserve faunique de la Vérandrie. Puis il m'avait dit, tu sais, je vois passer tous ces camions-là, puis je sais comment était la forêt avant. Puis moi, il me reste rien de ça. Donc, ça va dans le sens de peut-être l'idée d'une redevance qui, à la fin, amènerait des retombées locales. Mais ma question est plus, vous avez été entrepreneur forestier, M. Wabanonik, parce que j'étais au nord avec Lyon, j'étais au sud, on n'a jamais travaillé ensemble. Vous avez travaillé avec pas mal de monde que je connaissais à Val-d'Or. Puis, cette usine-là était certifiée FSC. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que le provisionnement était compliqué, l'usine de Val-d'Or, pour toutes sortes de raisons, phonémiques et autres. Et elle l'a fermé. Aujourd'hui, puis là, la question que
parle d'un contexte difficile, on parle de transition juste, mais vous avez connu le sénateur d'ordre, M. Wabanani. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'elle soit fermée? Si on regarde, parce qu'il y en a qui pensent que c'est mieux de laisser pousser la forêt, il y en a d'autres qui bien vous l'avez connu. C'est quoi votre jugement sur la situation? Est-ce que c'est mieux qu'elle soit fermée ou les compromis qu'elle faisait que c'était possible d'avancer avec elle, vous, en tant que Première Nation? Alors, Lucien, puis ensuite Marie-Ève. Oui, merci pour la question. Pas une question facile à répondre, on va vous dire. Par contre, les facteurs qui ont été déterminants pour la compagnie, je pense pas que c'était la faute, des Premières Nations. Parce que le bois, je vous dirais, était de plus en plus éparpillé. Puis le bois, dans les calculs forestiers du Québec, ben, c'était des endroits où c'était difficile d'accès. Dans les montagnes, dans les îles. C'est tous des endroits où ils considèrent le bois. Mais ils ne diront pas l'industrie forestière. Nous, on le sait très bien. Là. On regarde le territoire. Partout où il y avait de la belle forêt mature, il n'y en a presque plus. C'est des touffes ici et là, éparpillées dans le territoire. Puis c'est pour ça qu'il y a le monsieur, je pense que M. Beauregard l'a mentionné ce matin, il y a plus de chemin, mais il faut aller plus loin. L'économie, pour aller chercher, ils s'en vont en descendant, parce que ça coûte cher. C'est de plus en plus cher pour aller chercher le bois. Puis il a raison. Puis moi, je vous le confirme, parce que moi, je vais partout dans le territoire. En m'arrivant ici, ça m'a pris 8 heures de route hier. Mais j'ai passé par le chemin de bois. Puis je peux vous dire, là, si vous faites le chemin de bois, pour vrai, là, faites vraiment le grand détour, allez-y dans le territoire, allez-y voir par vous-même. Moi, je vous invite là, à faire ça. Hein. Vous allez voir ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on, nous, les Premières Nations, on constate. On vous donne un signal d'alarme. On vous dit, on s'en va vers un mur. Puis M. Beauregard, il a raison. Il n'a pas tort. Peut-être que le mur, on ne le verra pas venir. On est peut-être dedans maintenant. Là. Mais ça, c'est une conséquence, justement, à Val-d'Or de ce qui se passe avec la foresterie. Marie-Ève. Que rajouter sinon? Ben, c'était une entreprise qui était certifiée FSC avec un territoire FSC, donc c'est un joueur de moins. On a toujours avantage à garder des gens dans le système FSC parce qu'il y a tous ces mécanismes-là qui sont obligatoires, qui sont vérifiés de façon indépendante par des firmes d'auditeurs chevronnés qui tiennent compte de 210 indicateurs de performance. Donc, c'est tellement important de garder le plus de joueurs possible pour la confiance que le public a en l'aménagement forestier. Donc ça, on sent qu'il y a un bris dans le discours réseau social, j'ai envie de dire. Mais comme on avait fait en 2022, avec Chantier Chibougamau, on avait fait un sondage auprès des Québécois, des Québécoises, à savoir comment ils trouvaient l'aménagement forestier, puis leur niveau de confiance, puis tout ça. Puis on n'était pas si pire, tu sais. Fait de façon générale, on a l'impression, là, justement, que tout le monde est contre nous car on ne lit que l'article X dans le Journal de Montréal, là. Mais c'est pas le cas. Les gens aiment la forêt, les gens aiment les produits du bois, en ont besoin dans leur vie, comprennent l'importance que ça a et veulent que ça continue. Donc, ça, c'est un constat social. Et ça peut faire un projet de société avec un but commun qui est de valoriser la filière forestière. Merci beaucoup. Alors, pour terminer, je vais demander à chacun des panélistes un mot de la fin, en commençant par Patrick. Ben écoute, ça va être une phrase, je pense, pour résumer notre panel. Des fois, je peux être bref. En fait, je définirais ça comme une façon d'enrichir notre cheminement en reconnaissant le parcours respectif de chacun et chacune vers une voie de passage. Merci, Patrick. Lucien. Oui, moi, je pense que c'est important de prendre un portrait de la société aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Un portrait du territoire. À quoi il ressemble aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai qu'on a vraiment du bois dans le territoire? Il faut le valider, ça. Sinon, il va falloir changer notre façon de faire les choses. Développer, diversifier. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Diversification, pérennité des emplois, on est tous d'accord là-dessus. Mais il va falloir faire une chose, par exemple. Communication, il faut l'améliorer. 2, se respecter. 3, maintenir la continuité des discussions, des engagements. Voilà.
Merci, c'est très clair. Marie-Ève, le vrai mot de la fin. C'est cruel. J'aurais tellement de choses à dire. Mais déjà, qu'on soit réunis ici avec une volonté de réagir collectivement et d'essayer de tenter de trouver un but commun, je pense que ça c'est beau puis c'est louable. Puis je remercie les organisateurs en ce sens-là. Effectivement, il faut que ça continue. Il y a un paquet de solutions qui existent. Puis je pense que dans notre boîte à outils, il faut se doter d'un régime à venir qui fait appel à une multitude d'outils. Alors, peut-être des sociétés d'aménagement des endroits, peut-être des licences partagées autochtones industrie à d'autres endroits. Donc, je pense qu'il faut penser pas à un modèle, mais à trouver de multiples solutions. Et c'est là que va tout se placer la régionalisation, donc que la solution trouvée s'adapte au territoire dans lequel elle est implantée. Alors, merci Marie-Ève, merci Lucien, merci Patrick, merci à tous et à toutes. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Voilà. Merci encore une fois. Donc, toutes ces personnes qui se sont succédées jusqu'à maintenant pour engager ce dialogue important. Ce n'est pas terminé. On a encore 2 invités et par la suite, je vous invite vraiment à rester là, demeurer là pour la conclusion et remercier tous nos panélistes et conférenciers. Par la suite, il y aura donc le cocktail qui vous sera servi. Alors, pour le moment, j'inviterai 2 autres personnes. Tout d'abord, M. Luc Vachon, qui est président de la Centrale des syndicats démocratiques, et M. Kevin Gagnon, de la Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN, à venir donc prendre la parole pour tranquillement terminer cette journée-là qui prend fin. Voilà. Oui. Je prendrai pas de chance, je vais prendre celui-là, il a l'air à marcher, lui. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être encore là à cette heure-ci. Je sais que tout le monde a tout le temps plein d'affaires, mais c'est agréable, c'est emballant de voir que la salle est toujours quand même presque pleine. Je sais que vous allez faire des remerciements tout à l'heure, mais je vais quand même profiter de l'occasion pour en faire un peu. D'abord, je vais remercier mes collègues des 3 autres organisations pour le dialogue social qu'on a fait entre nous, puis la capacité d'organiser ça conjointement et d'ouvrir ça à l'ensemble des intervenants que vous êtes. Alors, merci les collègues. Merci aussi à l'équipe d'organisation, tous les gens autour de nous qui ont fait ça, effectivement, très rapidement, qui ont tout mené ça, coordonné ça, parce que ça a été, à mon avis, une réussite, cette journée-là, vraiment. Alors, applaudissements, s'il vous plaît. Et le dernier remerciement, il est pour vous, vraiment, pour avoir répondu présent. D'avoir considéré ça important, pas uniquement le sujet, mais tout le contexte dans lequel ça se produit. Ce qu'on a fait aujourd'hui, ensemble, c'est la démonstration qu'il est possible de mettre une multitude d'intervenants et d'intervenantes avec des enjeux. Certains sont communs et d'autres sont respectifs, de les mettre ensemble pour un sujet qui les rejoint tous et de trouver
des pistes possibles de solutions, des pistes possibles de discussion, et ça dans le respect. Depuis ce matin, on vous parle de dialogue social. C'est un mot qui circule beaucoup, le dialogue social, et qu'on peut avoir tendance à vouloir complexifier, voir ça comme quelque chose qui est comme bien compliqué, bien inaccessible. Du dialogue social, vous en faites à tous les jours. Hein? À tous les jours, vous en faites du dialogue social. Tout ce qu'il faut dans le dialogue social, c'est engager une discussion avec d'autres, d'écouter et de prendre en considération les enjeux et de se mettre à la recherche ensemble d'une solution qui est porteuse pour tout le monde qui est autour de la table. On fait ça à tous les jours. Tous les jours, on prend le temps d'écouter, on exprime nos opinions, on écoute les opinions des autres, on prend en considération et on cherche une piste. Tout le monde fait ça. C'est vrai que plus on est d'intervenants, là où il y a une importance qui se crée, c'est qu'il y ait un lieu où ça peut s'exercer coordonné. Un lieu où on est capable de faire ça et où c'est la détermination d'un objectif, la détermination d'un but qui est fixé, et là, tu mets le monde au travail en fonction de ces objectifs et de ces buts-là qui sont fixés. Et vous allez voir, je vous le dis, les solutions qui sortent de là, quand on met l'intelligence des gens comme on a eu aujourd'hui, en direction d'objectifs qui sont communs, c'est surprenant ce qu'on réussit à faire. C'est étonnant. Étonnant. Alors, j'ai vu ici aujourd'hui cette intelligence-là de personnes qui sont fières, parce que le mot fierté a été nommé tout à l'heure, de personnes qui sont fières d'œuvrer dans un secteur d'activité, dans un milieu, puis sont fiers de cette ressource-là qu'on a au Québec et qui aspirent à mieux, qui aspirent à pouvoir jouer un rôle important dedans, qui aspirent à pouvoir donner leur vue, leur vision de ce que ça devrait être, de contribuer à la définition d'une vision et ne pas être tout simplement soumis au bourrasque, soumis aux aléas, puis de subir. Et c'est légitime. C'est extrêmement légitime, ça. Alors aujourd'hui, on a commencé à lancer une réflexion ensemble. On a coalisé ça. C'est pas la fin. Ça se termine pas là. C'est pas notre souhait. Notre souhait, tout le monde, quand on a pris l'organisation de ça, la réflexion de ça, on a dit, on va faire bouger les choses, on va les mettre ensemble, on va faire la démonstration que ça se fait, puis après, on va vouloir ensemble que ça continue. On va vouloir ensemble que ça soit le début de quelque chose. Qu'on écoute, qu'on prenne attention à ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'on le prenne en considération et qu'il y ait des gestes qui se posent en conséquence. Nous, on va faire preuve d'ouverture, tout le monde. Je pense qu'on est en droit de s'attendre du gouvernement dans le contexte actuel, avec l'avenir qui appartient, qui vous appartient. On est en droit de s'attendre à cette écoute-là aussi du gouvernement actuellement. Alors, juste avant de passer, le dialogue social, une dernière fois, le dialogue social, il faut y faire une place pour y croire. Mais il faut aussi y croire pour y faire une place. Et je vous laisse avec la fierté aussi que j'ai eue de vous entendre toute la journée, de vous entendre intervenir. Moi, je ne suis pas un gars du secteur forestier, je ne suis pas un gars de la forêt. Je suis un représentant des travailleurs et des travailleuses. Puis, mes travailleurs et travailleuses, ce sont des citoyens, des citoyennes. Ce sont des personnes qui vivent dans des communautés, qui ont le désir que leur communauté s'épanouisse, qui ont le désir que leur famille puisse continuer de grandir puis de s'épanouir aussi dans leur région. Ils ont de la famille, des amis qui sont là. Alors, ils sont tout aussi fiers et ils ont tout aussi à cœur et ils veulent pouvoir faire en sorte que
cet exercice-là devienne une réussite pour tout le monde. Merci beaucoup et je passe à Kevin. Ça fait tout le temps ça. Faut que... à la lumière de ce qu'on a entendu au cours de la journée, on peut se le dire, vive la forêt, c'est pas juste un slogan. Nous sommes des syndicats, des universitaires, des organisations de la société civile, des acteurs économiques, des organisations environnementales, des experts, représentants des Premières Nations. Ensemble, nous réclamons un régime forestier inclusif qui répond aux besoins des communautés et aux acteurs de la forêt. Un régime forestier durable, ça signifie consulter les parties prenantes sur une base régulière. Ça signifie aussi un plan résilient au changement climatique, aux multiples crises commerciales et qui est capable de protéger la biodiversité. Tout ça en respectant les droits d'autodétermination des communautés autochtones. Nous refusons que la forêt devienne un buffet à ciel ouvert pour certaines industries qui ne laisseront que des miettes pour les personnes qui vivent de la forêt. Plus que jamais, nous avons besoin d'une stratégie de transition industrielle au Québec. Je le répète, nous réclamons un régime forestier inclusif et durable. De nombreuses solutions existent. Il faut avoir le courage politique et l'ambition nécessaires pour les appliquer. Nous appelons à un vaste débat public sur cet enjeu. Nous appelons à une cohérence dans les objectifs d'aménagement du territoire et à une mise en valeur diversifiée de toutes les ressources du milieu forestier. Investir dans une forêt durable, c'est investir dans les collectivités, dans les industries qui auront des retombées économiques sur le Québec, dans la prospérité, dans les emplois de qualité pour que chacune et chacun de nous puisse combler ses besoins de façon abordable et respectueuse de l'environnement. Le nouveau régime forestier doit incarner une vision forte du développement socio-économique local et régional. Pour une transition juste de la forêt, le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l'industrie forestière devienne une option économique pérenne. Ignorer les défis actuels, c'est ignorer les enjeux économiques, environnementaux, sociaux fondamentaux, de même que d'importantes opportunités pour un futur prospère, juste, résilient pour l'ensemble du Québec. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vous demander d'endosser les propositions d'avenir qui sont dans le cahier que vous avez en main, que ce soit en commission parlementaire ou autre. On dit à la ministre Blanchette-Vézina qu'elle peut et qu'elle doit s'inspirer de ce qu'il y a là-dedans pour modifier son projet de loi. Puis ça, pour qu'ensemble, nous cessions d'appauvrir la forêt. Avant de terminer, peut-être un petit message pour notre premier ministre. Monsieur Legault, il faut un régime forestier pour toutes celles et ceux qui vivent de la forêt. Merci. Merci, Kevin Gagnon. Merci, Monsieur Luc Vachon. Merci beaucoup. C'est déjà presque terminé, quand même. Journée exceptionnelle. Je demande à tous nos conférenciers et panélistes à venir nous retrouver ici pour bien conclure ensemble cette journée. Je pense que c'est important. Donc, tous ceux qui sont encore présents, venez nous retrouver ici sur la scène pour bien conclure cette journée. Je pense que tous ces messages que nous avons eus aujourd'hui seront entendus par les décideurs publics et surtout que c'est important que le dialogue social que nous venons d'amorcer va se poursuivre, ça c'est certain. J'ai un remerciement spécial à faire. On m'a demandé de remercier tout spécialement quelqu'un qui a porté à bout de bras ce sommet et je ne sais pas où il est, mais il doit être pas très loin. Simon Lavigne. Alors, Simon... Alors, bravo, Simon.
On m'a demandé de te faire un remerciement particulier ce soir, en cette fin de journée. Hein? C'est vrai que la journée file. Oui. Alors, bravo. Je pense que ton beau travail est salué par tes collègues et par tout le monde ce soir. Et ainsi que vous tous, merci énormément pour cette intelligence, cette discussion. Très touchant de vous entendre. Merci aussi à nos commanditaires, le Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action pour la contribution financière à cet événement. Merci aussi à vous. Merci, partenaires du milieu forestier. Votre participation, votre intelligence dans les questions, j'ai été impressionnée et je pense que tout le monde aussi. Trouver des solutions durables, c'est ça qui est important. C'était un plaisir de passer, nous tous, cette journée ensemble. Merci à vous, merci à vous. Et espérons bien sûr que la suite sera tout aussi exceptionnelle. Bon cocktail tout le monde, merci à vous et bonne soirée. Bravo. Bravo.